L'adolescence, cette période étrange où nos enfants deviennent des êtres mystérieux, tantôt adorables, tantôt insupportables. C'est l'âge des portes qui claquent, des chambres transformées en grottes insondables, de la musique trop forte et des silences encore plus assourdissants. Entre crises existentielles, hormones en ébullition, regards levés au ciel et grands soupirs théâtraux, on se demande parfois ce qui peut bien se passer dans leur tête. Incompréhension, chaos, ou peut-être juste une extraordinaire construction intérieure. Voilà, aujourd'hui nous allons prendre le temps peut-être de dépasser tous les clichés que je viens de citer, même si, avouons-le, peut-être que certains et certaines d'entre vous se sont reconnus peut-être dans cette expression. Qui s'est reconnu dans ce que j'ai dit là? Alors en tant que parent, en tant qu'ado, et en tant que parents qui un jour ont été des ados aussi. Voilà, on se retrouve un petit peu, évidemment, quand même, un peu dans tous ces clichés. Alors, avec nos deux invités qui sont spécialistes de l'adolescence et que je vous présente, il y a Marianne Habib qui est avec nous, maîtresse de conférences en psychologie du développement. Bonjour Marianne, et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous. Et à vos côtés, Charlotte Pinabio, professeure en neuropsychologie du développement. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et également merci d'être avec nous. Et on va donc vous aider à essayer à mieux comprendre ce qui se joue réellement à l'adolescence, quels sont les bouleversements cérébraux, émotionnels et sociaux qui sont à l'œuvre. Bref, on va chercher ensemble des clés, des informations précises et des outils pour nouer le dialogue avec nos ados, avec vos ados. Sachez également qu'en cours de conférence, nous serons rejoints par Bliss, qui a 24 ans, et Alélia, qui elle en a 16, et qui nous rejoindront pour également participer au débat, peut-être apporter leur regard, qui sera peut-être contradictoire, elles auront peut-être envie de challenger aussi vos propos, et puis on évoquera avec elles cette période de l'adolescence que l'une est en train de vivre actuellement, et puis que Bliss, 24 ans, a peut-être quitté depuis quelques années, mais ce n'est pas si loin, donc elle pourra en témoigner. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour que tout le monde sache d'où vous nous parlez toutes les deux, Marianne et Charlotte, j'aimerais qu'on clarifie les deux spécialités que vous enseignez et que vous pratiquez. La psychologie du développement, ça c'est pour Marianne, et la neuropsychologie pour Charlotte. Alors Marianne, explication de ce qu'est la pratique que vous enseignez, qui est donc la psychologie du développement. Donc j'enseigne à l'université Paris 8, et la psychologie du développement, donc c'est une des sous-disciplines de la psychologie, dont l'objectif est d'étudier les transformations dans le développement, et aussi bien dans le développement cognitif, émotionnel et social. Voilà, donc c'est ce que j'aime, c'est qu'on peut s'intéresser à différents domaines, et du début jusqu'à la fin de la vie. Mais moi personnellement, je m'intéresse un peu plus à l'adolescence qu'aux autres périodes. Alors Charlotte, pour vous, c'est la neuropsychologie. Oui, tout à fait. Je suis contente d'en parler parce que je pense que mes parents n'ont toujours pas compris ce que c'était que la neuropsychologie. Donc nous ne sommes pas des médecins, par exemple, nous ne sommes pas des neurologues, mais nous étudions les relations entre le cerveau et le comportement. La neuropsychologie, c'est une discipline relativement récente, ça fait une centaine d'années à peu près qu'elle a vu le jour, même si le lien entre cerveau et comportement était déjà questionné dans l'Égypte antique. Donc c'est à la fois très ancien et très nouveau. Voilà, et donc ça va nous permettre de décoder cette adolescence. Alors tout à l'heure, je vous ai en ouverture évidemment cité nombreux clichés de l'adolescence. J'aimerais juste peut-être qu'on puisse vous donner la parole et que vous nous donniez, vous, la définition que vous avez de cette période de l'adolescence, telle que là, vous la vivez en tant que parent ou telle que vous avez pu la vivre en tant qu'adolescent. Et puis on fera réagir Marianne et Charlotte juste après. Allez, qui se lance ? Je dirais une période charnière entre l'enfance et l'âge adulte. Alors, période charnière. Qui d'autre peut nous donner ? Madame. Alors, bonjour, moi je suis la maman d'un adolescent de 14 ans qui va sur ses 15 ans même, il est plus proche de ses 15 que de ses 14. Et je vais dire d'une presque pré-ado de 9 ans, pareil, presque 10 ans aussi. Donc j'ai envie de dire, je suis en plein dedans. je vis l'adolescence de mon fils de plein fouet. Et pour moi, ce qui la reflète le plus à cette heure-ci, c'est des émotions extrêmement exacerbées. Alors, émotions exacerbées. Qui d'autre peut nous donner ? Oui, madame. On vous apporte un micro juste là. Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis la maman de Juliette, 12 ans, qui est assez proche de moi actuellement.
et de son plus petit frère qui a 8 ans. Effectivement, l'adolescence, en vrai, comme diraient les ados, c'est quand même beaucoup les clichés que vous avez dit, mais voilà, les sourcils qui se rehaussent, les portes qui claquent, mais aussi effectivement ces moments de tendresse, de nos enfants qui ont envie d'être encore, j'allais dire câlinés, mais accompagnés en fait dans tout ce bouleversement qui arrive dans leur tête et leur corps. Voilà. Merci. Allez, peut-être un dernier témoignage. Ou une évocation de l'adolescence. Oui, monsieur. Un papa qui s'exprime. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, c'est François. Ma fille s'appelle Émilie. Elle a 16 ans. Et pour moi, un adolescent, c'est aussi quelqu'un qui n'avait pas avant un téléphone et qui maintenant en a un. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a besoin, qui a l'air de ressentir un sentiment. Et alors quand je dis qui a l'air, je fais une distance, mais j'ai été adolescent. Je crois qu'on doit tous l'avoir été pour les adultes dans la salle. Alors normalement, oui. Hein, et c'est aussi quelqu'un qui a envie de prouver aux adultes, qui commence à penser et à avoir une pensée d'adulte et à avoir une logique en tout cas d'adulte et des attentes parfois d'adultes. D'accord, et on n'est pas loin de l'autonomie, c'est un sujet évidemment qu'on évoquera. Ça vous fait réagir comment, Marianne et Charlotte ? On a période charnière, les émotions exacerbées, les clichés, alors tous ceux que j'ai cités moi tout à l'heure en ouverture, le côté d'autonomie aussi sans doute à venir. On n'a pas eu le mot crise par contre, je m'attendais à ce que ça sorte ce cliché-là. Et tant mieux, parce que moi, mon objectif c'est de faire comprendre que finalement il n'y a pas tant, ça n'est pas tant une crise que ça. Donc, mais ce que vous nous avez dit, ça rejoint pleinement les définitions de l'adolescence. Donc on en parlera en détail, mais c'est vrai que déjà d'après l'Organisation mondiale de la santé, d'après différents chercheurs, la définition sur laquelle on se rejoint, c'est de se dire que l'adolescence c'est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et ça, c'est pas si évident pour les adolescents peut-être, parce que c'est la seule période de la vie qu'on définit comme une transition. C'est-à-dire que l'enfance, on définit pas que c'est une transition entre le nourrisson et l'âge adulte, ou l'adolescence plutôt, et l'âge adulte, on définit pas ça comme une transition vers la mort. Donc c'est vraiment la seule période de la vie qu'on définit comme une transition. Voilà. Et si on regarde la ligne du temps, donc vous dites c'est la transition oui. Entre l'âge d'enfant où on devient ado et jusqu'à l'adulte, c'est quoi la grande linéarité entre les deux? À partir de quel âge ça commence et à partir de quel âge ça se termine? Ça se termine un jour. Justement, donc c'est vraiment une période qui ça me permet de vous dire d'abord que c'est une période qui est socialement et historiquement très déterminée, parce qu'en fait elle est liée au travail et au début du travail, à la fin de la scolarisation. Donc c'est une période qui est arrivée qui a pris une ampleur au niveau du développement plus importante ces dernières décennies, et donc qu'on a commencé à définir assez tardivement à l'échelle de l'humanité, sur laquelle on a aussi commencé à travailler tardivement. À l'heure actuelle, on définit l'adolescence comme une période qui va de 10 à 19 ans. Donc vous voyez qu'on est sur une période relativement large. Et quand j'ai commencé à travailler sur l'adolescence il y a 10 ans, ça commençait à 12-13 ans. Donc c'est comme tout, en fait, la définition de l'adolescence, elle évolue avec le temps et avec la société. Alors vous dites 19 ans, quand on a préparé la séquence, vous m'avez dit, pour certains, ça peut aller jusqu'à 24 ans. C'est quoi? C'est les adolescents à 24 ans ou pas? Eh bien, ce qui est difficile, c'est de définir l'entrée dans l'âge adulte. Parce qu'à quel moment est-ce qu'on devient un adulte ? Puisque justement, c'est une phase de transition. Alors, et là, il y a plein de critères qu'on peut étudier pour le début de l'âge adulte. Alors, je ne sais pas comment... Alors, par contre, oui, on n'est pas nécessaire. Il y a plein de critères qu'on peut étudier sur le début de l'âge adulte. Par exemple, on peut se dire que c'est l'autonomie de pensée. Donc, ce vers quoi veulent tendre les adolescents. On a parlé d'autonomie. L'autonomie financière. Aussi, la capacité à prendre soin de soi et d'autrui. Être capable de prendre soin d'autres personnes dans le cadre de son travail ou de la vie familiale. Il y a les dimensions biologiques, la capacité à faire un enfant, mais ça, on est capable assez tôt, au moment de l'adolescence, à faire un enfant, surtout si on est une femme, puisqu'il y a des différences de genre. Et puis, sur le plan légal, en France, on vote à 18 ans.
Donc on a aussi tendance à considérer qu'on a des droits et des devoirs qui évoluent au moment de la majorité légale. Je ne sais pas si tu veux compléter, Charlotte, mais... Non, et d'ailleurs, ça me fait penser que moi, mes enfants ont en tête qu'à 18 ans, ça y est, ils seront des adultes. Mais en fait, pour rebondir à ce que vous disiez, Stéphane, le développement ne s'arrête pas. On ne devient pas forcément un adulte du jour au lendemain à partir de cette date anniversaire. Et c'est vrai aussi au niveau du développement cérébral, finalement, où on a encore des évolutions au niveau du développement cérébral après l'âge de 18 ans. Alors, période de transition, mais période de changement aussi. Donc, on a des changements dans différentes dimensions, biologiques, cognitives, etc. On détaille un petit peu quels sont ces changements-là ? Oui, c'est ça. Donc, on a des changements au niveau biologique. Voilà, c'est la puberté, ça c'est le plus évident au moment de l'adolescence. Il y a des changements au niveau cognitif, et ça, vous en avez parlé aussi. C'est prouver qu'on est capable de raisonner. Et c'est vrai qu'au moment de l'adolescence, le raisonnement se développe. On est capable de raisonnement hypothético-déductif, par exemple. On est capable de formuler des hypothèses, de s'appuyer sur nos connaissances pour générer des raisonnements. Il y a aussi une dimension sociale, puisqu'on va être capable, comme je vous le disais, de prendre soin d'autres personnes, par exemple. Et puis, il y a une dimension juridique, puisqu'au niveau juridique, en France, on est sur une majorité à 18 ans. Mais, évidemment, pour déterminer l'âge auquel commence, l'âge précis auquel commence l'âge adulte, c'est pas si simple, parce qu'en plus, selon par exemple, les régions dans lesquelles on grandit, si on grandit en Île-de-France, c'est beaucoup plus difficile d'être autonome financièrement que dans des villes plus petites où on peut se loger peut-être plus facilement. Donc voilà, ça va dépendre de la durée des études qui s'allongent. Les études s'allongent parce qu'on a tendance aussi à valoriser le fait d'avoir un diplôme plus élevé. Bon, nous, personnellement, on a continué jusqu'au bac+8, donc on est mal placé pour juger. Des ados au moins jusqu'à 24 ans, c'est ça ce qu'elle est en train de dire, Marianne. Et puis on continue d'apprendre et à être entouré de jeunes adultes. Donc voilà. Oui, puisque évidemment vous enseignez, donc vous avez des jeunes adultes qui sont vos étudiants. Vous évoquiez donc ces changements dans cette période de transition, c'est des changements et en parallèle évidemment des développements aussi. Et ça, on va regarder un petit peu sur la ligne du temps ce qui se passe en matière de développement et on va faire peut-être des zooms sur le développement cérébral et développement émotionnel. J'y vais. Oui, alors le développement cérébral, la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau, il change tout au long de notre vie, ce qui fait qu'on apprend tout au long de notre vie. Là, même à l'âge adulte, vous êtes en train d'apprendre des choses et il y a des choses qui se passent au niveau de votre cerveau. Mais il y a quand même des moments clés dans le développement cérébral, pendant la toute petite enfance, évidemment, où il y a plein d'acquisitions qui sont faites, mais aussi au moment de cette période que vous avez qualifiée de charnière, de transition de l'adolescence, où on va observer un développement cérébral qui change un petit peu, qui devient moins linéaire. Un peu comme finalement la croissance physique de vos enfants. Je parle plutôt aux parents qui vont s'en rappeler, mais peut-être que vous vous en rappelez en tant qu'ancien adolescent. Vous n'avez pas forcément poussé partout de la même manière. Il y a une période, par exemple, où on vous a peut-être dit voilà, il faut changer tes chaussures tous les 2 mois. Qu'est-ce qui se passe ? Alors que le reste de votre corps ne grandit pas forcément d'un coup. C'est la même chose au niveau cérébral. Le cerveau, il est composé de différentes parties, de la substance grise, de la substance blanche, et puis à l'intérieur, il y a des subdivisions qui sont chacune spécialisées dans une fonction particulière. Eh bien, ces différentes régions, elles ne se développent pas de la même façon. Et la particularité de l'adolescence, c'est qu'on va avoir un développement assez rapide des structures qui sous-tendent les émotions. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, madame, sur le côté les émotions sont en ébullition, elles sont très fortes. Eh bien oui, parce que la région qui sous-tend ces émotions, qu'on appelle l'amygdale, c'est pas celle qu'on a au fond de la gorge, mais on a aussi des amygdales dans le cerveau. Eh bien, c'est des régions qui sont très opérationnelles, qui fonctionnent très bien et qui donc sous-tendent les émotions. En revanche, il y a une zone qui est particulièrement développée chez l'être humain, qui est la zone qui est juste derrière notre front, c'est le lobe frontal. Eh bien, il se trouve que ce lobe frontal met plus de temps à se développer. Son développement est plus lent. Or, c'est la région qui nous permet de contrôler notre comportement. Donc vous pouvez, avec ce que je vous dis, si vous utilisez votre raisonnement hypothético-déductif dont vient de parler Marianne, vous pouvez prédire que si j'ai les émotions qui fonctionnent
à tout vent, à plein régime, mais que la zone qui contrôle ces émotions n'est pas encore mature, eh bien, ça risque de générer les éclats dont on parlait. C'est un peu comme finalement avoir une voiture dans laquelle on a l'accélérateur qui fonctionne très bien, mais par contre le frein est encore en développement. Et ça, on peut rien y faire. C'est naturel. C'est naturel, voilà, c'est la suite logique du développement cérébral. Alors après, ça va plus ou moins se manifester, il y a des différences interindividuelles évidemment, mais on a tous été confrontés à ça et nos adolescents sont confrontés à ça. Et donc forcément, Marianne, tout ça, ça a un impact évidemment sur le développement émotionnel, puisqu'on a compris que à cette période de l'adolescence, il y a un moment où on est beaucoup plus émotif, émoustillé rapidement, versus la capacité de contrôle. Et voilà, donc du fait de ce développement cérébral, eh ben, on a une sensibilité émotionnelle qui est plus importante au moment de l'adolescence, et on sait par exemple qu'il y a une labilité, ça veut dire que les émotions, elles peuvent fluctuer très vite dans la journée, donc on peut passer sur des moments d'émotions intenses, du positif au négatif, plus rapidement au moment de l'adolescence qu'au moment de l'âge adulte. Après, si vous vous souvenez des crises de vos jeunes enfants qui peuvent parfois crier, se rouler par terre, etc., on peut se dire quand même qu'il y a eu une évolution au moment de l'adolescence. On est moins sur ce genre de choses. Donc on peut aussi voir le verre à moitié plein. Il ne se roule plus par terre dans les supermarchés ou dans la rue. Voilà. Mais du coup, il y a une fluctuation très rapide des émotions. C'est le premier point. Et au niveau de la régulation des émotions, la capacité donc à contrôler l'intensité des émotions, le moment où elles surviennent aussi, ou à comprendre les causes de nos émotions, eh bien, la période de l'adolescence est une période en plein développement. Mais en même temps, il faut le voir comme une période d'opportunité, parce qu'en fait, c'est un moment où, justement, on va pouvoir apprendre à réguler nos émotions. Et là, je digresse un peu déjà vers la famille, mais les parents ont la possibilité, justement, de donner l'exemple sur les capacités de régulation qui sont les plus adaptées. Charlotte y reviendra, mais on sait que, par exemple, si les parents ont de bonnes capacités à réguler leurs émotions, eh bien, les adolescents auront de meilleures capacités que les autres à réguler leurs émotions. Alors, du coup, il y a vraiment une relation entre les capacités émotionnelles, les compétences émotionnelles des parents et les compétences émotionnelles des adolescents. Effectivement, on reviendra sur cette question-là dans quelques instants avec Charlotte pour voir comment vous, parents, vous pouvez gérer ça. Mais déjà, est-ce que vous avez des clés de compréhension, un petit peu de développement ? Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça vous rassure, ce que vous entendez de ce que nous disent Charlotte et Marianne ? Et si vous voulez réfléchir à vos questions pendant ce temps, je rajoute juste une chose. Allez-y, pour faire Marianne. le lien avec ce que Charlotte a dit. Donc, le cerveau se développe encore et le cortex préfrontal se développe et va permettre une meilleure régulation des émotions. Mais justement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le cerveau, c'est vraiment un organe qui apprend du monde environnement. C'est-à-dire que chaque individu va développer ses connexions cérébrales d'une manière différente selon ses expériences. Et donc, c'est vraiment le moment propice pour développer de bonnes stratégies parce que ça va permettre de créer des routes plus adaptées au sein du cerveau. Alors, est-ce qu'on a des questions à ce stade ou pas ? Ou des témoignages ? Pas encore, donc on va pouvoir poursuivre avec, après les clés de compréhension que vous venez d'évoquer sur le développement cérébral et le développement émotionnel, on va voir qu'est-ce que l'on peut faire lorsque l'on est parent pour justement gérer ces émotions qui partent un petit peu dans tous les sens. Charlotte ? Oui, donc Marianne a commencé à introduire un petit peu ce concept de régulation émotionnelle, alors qui n'est pas spécifique à la phase de l'adolescence. Tu as rappelé ce qu'on peut vivre en tant que parent de jeunes enfants, et puis ce qu'on peut vivre aussi en tant qu'adulte. Réguler nos émotions, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Là, par exemple, moi, je viens parler devant vous, je suis peut-être un peu stressée de vous parler sous les projecteurs, donc je suis en train de réguler mon stress. D'accord. Mais vous, probablement que déjà aujourd'hui, entre le moment où vous êtes levé et le moment où vous êtes ici face à nous, vous avez vécu plein d'émotions et vous avez été obligé de les réguler. Réguler ces émotions, c'est faire appel à des stratégies, et c'est en ça que c'est dépendant de ce fameux cortex préfrontal, qui est la partie donc finalement peut-être la plus humaine qu'on a dans notre cerveau, nos capacités de contrôle. Et ça veut dire savoir contrôler ses émotions, savoir les gérer, c'est pas forcément les faire disparaître. Parmi le panel de stratégies qu'on peut mettre en place, il y a évidemment la suppression des émotions qui existent. Donc là, l'idée, c'est de les faire taire, ce qui peut être adapté dans certains cas. Si vous êtes très en colère après votre patron, par exemple, c'est plutôt mieux peut-être de garder votre colère pour vous plutôt que de l'exprimer haut et fort. Mais très souvent, on va plutôt
préféré des stratégies plus adaptatives, plutôt que d'essayer de se retenir, de pleurer, d'être en colère, mais plutôt de transformer ces émotions. Oui, parce que cette suppression, ça vaut sur le moment, mais sur le long terme, finalement, c'est pas. Exactement. C'est-à-dire que la suppression, elle va être très utile sur le moment donné, mais finalement, cette émotion, vous allez supprimer l'expression, mais l'émotion, elle reste quelque part en vous, donc il va falloir en faire quelque chose. Donc pour mieux gérer ces émotions, ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est voir les choses différemment. C'est le fameux verre à moitié plein, le verre à moitié vide, et essayer de tirer parti d'une situation peut-être difficile ou stressante. Je reprends mon exemple ici. Je suis stressée de parler devant ce public, mais en même temps, je sais que je vais pouvoir faire passer un message positif sur l'adolescence, donc j'en tire aussi des éléments positifs. Bon, ça marche plutôt bien quand on est adulte, quand on est capable de cette réflexion. Vous qui avez vos ados à la maison, je pense que si vous essayez, après une mauvaise journée de votre ado qui claque la porte, qui est en colère, qui n'est pas content, de lui dire « mais regarde, finalement, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, il y a aussi du positif », je pense qu'il va reclaquer la porte derrière. Donc c'est des stratégies qui fonctionnent bien si on les utilise après, si on décortique les choses et si finalement on donne des clés pour que la prochaine fois, l'ado soit capable de le faire. Mais c'est sûr que ce n'est pas sur le moment que vous allez arriver à faire ça. Ça, c'est de la prise de recul. C'est de la prise de recul, c'est de la réévaluation cognitive. Donc c'est vraiment un travail finalement de réflexion sur qu'est-ce que je ressens, pourquoi je le ressens et comment je pourrais tirer parti de cette expérience émotionnelle. Donc pas simple à mettre en place quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas les clés. Et puis il y a une troisième, il y en a d'autres, mais celle que j'ai envie d'évoquer avec vous aujourd'hui, une troisième voie qui peut être un peu plus facile à mettre en place parce qu'elle nécessite moins finalement cette prise de perspective et de recul, c'est l'acceptation. C'est finalement de se dire, et ça vaut pour l'ado qui vit ce tourbillon émotionnel, mais ça vaut aussi pour vous parents qui voyez votre ado en train de vivre ce tourment émotionnel, eh bien, c'est de se dire que c'est normal de vivre des émotions, que parfois ces émotions, elles nous bouleversent et que ça va passer et qu'on va pouvoir revenir dessus un peu plus tard, mais en tout cas d'accepter qu'on est en train de vivre quelque chose. Là, j'accepte que je suis stressée, j'accepte que j'ai mes joues qui deviennent rouges du stress et puis de la chaleur des projecteurs. Eh bien, je fais avec et finalement, je vais pouvoir m'en sortir. Voilà, donc pour 3 des stratégies possibles pour gérer les émotions. Alors quand on est parent, est-ce que parmi d'entre vous, il y en a qui ont envie de témoigner justement de ces situations, peut-être de stratégies que vous mettez en place pour gérer vos émotions alors que votre ado met la musique trop forte ou claque les portes ou ne veut pas regarder le fait qu'il y ait des oiseaux et un ciel bleu dehors? Je rappelle ce que disait Emmanuel tout à l'heure, cette conférence, c'est vous aussi qui évidemment y contribuez par vos témoignages et peut-être de pouvoir avoir aussi le regard porté par Marianne et Charlotte sur ce que vous vivez. Allez, qui veut partager avec nous des situations ? Bonjour. Bonjour. Moi j'étais déjà là hier. J'aime beaucoup ces conférences. Je vous remercie en tout cas de nous faire partager tout votre savoir et de nous permettre à nous, parents, de mieux appréhender l'adolescence de nos enfants. Donc moi je suis une maman de 2 enfants, 2 adolescents, 12 ans et 15 ans. Donc effectivement, il y a des moments où il y a des portes qui claquent, où malgré toute la bonne volonté que l'on a à vouloir essayer de comprendre, on voit effectivement qu'ils sont débordés par leurs émotions et nous-mêmes, nous sommes dans ce fameux contrôle de nos propres émotions face à certaines situations qui nous désarçonnent. Et ma question, elle serait justement par rapport à des moments où on se dit mais moi à l'époque je n'aurais jamais parlé à mes parents comme ça ou je n'aurais pas osé, mais peut-être que cette époque en fait on ne s'en rappelle plus, peut-être qu'effectivement on a déjà parlé à nos parents de manière insolente ou on a eu cette réaction de porte qui claque mais on ne s'en rappelle plus. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on peut réagir au mieux pour ne pas on va dire faire cultiver une frustration plus importante auprès de nos ados et avoir une écoute la meilleure qui soit auprès d'eux dans ces situations justement où ils se sentent peut-être même seuls et pas entendus et pas soutenus à la hauteur que l'on devrait parce que c'est pas évident en tant que parent d'être sur tous les fronts. Merci. Alors
Mais comme vous le dites, je pense qu'on ne cultive pas avec nos enfants les mêmes relations. En fait, chaque génération cultive avec ses enfants des relations différentes et l'éducation a beaucoup changé par rapport à notre propre enfance. Donc, on cultive une relation différente, moins axée sur l'autorité, comment dire, une autorité descendante. Voilà, on est plus dans un dialogue. Et de ce fait, les enfants aussi sont déjà un peu plus indépendants parce qu'on leur donne plus de temps de réflexion, on leur donne plus la possibilité de réfléchir, de donner leur opinion. Et donc on élève des êtres on cherche à faire des êtres autonomes et donc ils ne vont pas se comporter forcément de la même manière que nous sommes comportés en tant qu'enfants ou ados. Et sachant qu'en plus il y a une variabilité, c'est-à-dire que chacun vit son adolescence d'une façon différente et que évidemment notre adolescent ne va pas être la copie de nous-mêmes au moment de l'adolescence. Une première clé qui me vient à l'esprit, c'est la communication empathique. Donc vous avez peut-être entendu déjà parler du terme d'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Voilà, c'est ça, au niveau des émotions. Et la communication empathique, c'est le fait de faire comprendre à l'autre qu'on a pris en compte ses émotions, qu'on les a comprises, ou en tout cas qu'on essaye de les comprendre, donc de les mettre en mots. Donc une possibilité, c'est d'essayer de mettre en mots, de dire bon, voilà, moi j'ai l'impression que je vois que tu es en colère, je comprends que tu es frustré. Voilà, ça, parfois, on peut pas le faire immédiatement, c'est-à-dire que c'est pas au moment où la porte claque qu'on va pouvoir le faire. Parfois, il faut le faire après. Quand l'intensité de la colère est moyenne ou plus faible, on a la possibilité de communiquer immédiatement en disant bon, je vois bien que c'est une situation qui cause de la frustration pour toi, qui te stresse, etc. Et ça va permettre aussi à l'adolescent qui est en face de mieux comprendre ses émotions, en fait, de mettre des mots sur ses propres émotions au cas où il était dans un état d'énervement qui ne lui permettait pas justement de mettre des mots. Et on sait que l'usage du vocabulaire émotionnel, ça contribue aussi à une bonne régulation des émotions. Voilà, donc ça fait partie des stratégies à employer, c'est d'enrichir notre propre vocabulaire émotionnel, le vocabulaire émotionnel des ados. Et puis ça permet ensuite, si on arrive à comprendre l'émotion qui est ressentie par l'adolescent à ce moment-là, ça permet aussi d'y apporter une réponse qui sera peut-être plus adaptée. Voilà. Après, comme disait Charlotte, c'est bien aussi de laisser le temps parfois à la colère de retomber. Donc voilà, il y a un jeu de cartes qui a été sorti là, qui s'appelle Crise de colère, je crois. Et donc le but, c'est voilà, quand il y a une crise de colère, ok, quelle stratégie on peut mettre en place? On peut respirer nous-mêmes, parce que quand on les voit s'énerver, ça nous met aussi en colère, parce que parfois on considère que c'est pas justifié, par exemple. Donc bon, nous-mêmes, on a besoin parfois d'un temps de pause. En fait, quand on est en colère, c'est bien de prendre un temps de pause. Jeu de cartes, c'est quoi ce jeu de cartes? Pardon. Non, parce que là vous parlez d'un outil. Là, je sens qu'il y a tout le monde. Il y a un jeu de cartes. Mais alors c'est quoi? On jette les cartes. Hop, on en attrape une au hasard. On se dit, bon alors là, je prends du recul. Je suis dans la communication empathique. C'est ça l'idée? Non, c'est un jeu qui propose des temps de pause différents en fonction de la carte qu'on pioche. Vous voyez? Oui, voilà. C'est plus pour les parents. Oui, les ados grands. Voilà, on l'avait a priori compris. Et je vais être un peu taquin parce qu'évidemment, les clés que vous nous apportez là sont des clés sur lesquelles vous avez pris le temps de réfléchir, etc. À ma connaissance, il n'existe pas une formation initiale au rôle de parent. Donc comment, quand on est parent, comment on peut avoir accès à ce que vous êtes en train de nous dire là et avoir ces clés qui nous permettent de gérer les situations un peu complexes avec nos ados? On vient à la fac, c'est ça? Avec plaisir, venez. Alors déjà, on sait qu'en tant qu'individu, on apprend des autres. Donc, comment est-ce qu'on peut s'entraider en tant que parent, par exemple? Et ça peut être une bonne stratégie aussi quand on se sent débordé. C'est regarder autour de nous comment font les autres ou leur demander comment ils font. Après, j'imagine que si on se sent vraiment trop débordé et trop souvent, là, ça peut valoir le coup de demander à un professionnel. Enfin, tout dépend du degré, bien sûr. Hein. Vous savez bien que ça va dépendre de l'intensité et de la fréquence des conflits, mais à ce moment-là, on peut aussi parfois demander de l'aide, par exemple, à un psychologue, mais voilà, avant ça, déjà demander de l'aide autour de soi. Après, il y a aussi la possibilité de se renseigner
par soi-même, avec des livres, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des pays en fait, où il y a des cours de parentalité. En France, on n'est pas encore axé sur la parentalité à ce point-là. Oui. Voilà, on peut venir au Forum de la famille de Sartrouville, évidemment, pour prendre également des informations. On a, Nadège, une question. Oui, bonjour. Ben, j'en profite. Là, c'était une perche, mais trop belle pour ne pas la saisir. Donc, à Sartrouville existe la Maison de la Famille. Donc, je pense que vous devez connaître la Maison de la Famille où il y a régulièrement des propositions autour de l'adolescence. Donc, vous avez des cafés des parents. Et surtout, et là, c'était le bon moment pour le dire, il y a une permanence tous les mardis après-midi pour les parents d'ados. Spécial parents d'ados assuré par une psychologue. Donc si à un moment vous vous sentez dépassé, vous pouvez être reçu vous seul en tant que parent. Votre ado peut être reçu aussi tout seul ou vous pouvez être reçu en binôme. Voilà. Et c'est gratuit. Merci Nadège pour l'info. Est-ce qu'on a d'autres questions ou témoignages? Oui, ici, madame. Alors moi, c'est plutôt un témoignage qu'une question. Je suis bien ennuyée, moi, avec mon ado, et la gestion de nos émotions, à lui comme les miennes, car il prend un très, très malin plaisir à pousser, jusqu'à ce que je ne sois plus capable de gérer mes propres émotions, et il pousse jusqu'à ce que je craque. Et effectivement, ces derniers temps, c'est un mode malheureusement de communication qu'on a énormément, lui et moi. C'est cette tendance, c'est que lui dit qu'il est frustré, dit qu'il n'arrive plus à gérer ses propres émotions. C'est comme s'il ne supportait pas d'avoir quelqu'un qui reste calme en face de lui. Il faut qu'il pousse jusqu'à ce que ces personnes perdent son calme à son tour. Et c'est extrêmement épuisant de fonctionner comme ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je réagis. Vous avez déjà pu du coup commencer à échanger avec lui parce que vous avez déjà une lecture finalement assez fine de ce que lui dit ressentir. Donc ça, c'est déjà une super piste d'en avoir parlé à froid pour savoir ce que lui recherche. Si lui, justement, il est dans cette recherche de conflit, finalement de sensation. Hein. Être en conflit, c'est vivre une sensation forte. Et c'est aussi en lien avec le développement du cerveau et le fait que on cherche cette récompense de la sensation forte à travers ces conflits. Donc déjà, engager le dialogue à des moments qui sont plus froids pour essayer de comprendre. Et puis, parlez-lui de ce que vous ressentez. Je pense que c'est aussi important. Les capacités empathiques, elles existent aussi chez nos ados. Hein. Ils peuvent aussi être en mesure de comprendre ce qu'on ressent. Donc n'hésitez pas à continuer le dialogue avec lui là-dessus. Et puis éventuellement mettre en place des outils. Marianne évoquait un jeu de cartes. Voilà, mais ça peut être des outils plus quotidiens, de dire, je sais pas, là, stop, je vais m'isoler moi dans ma chambre parce que toi, tu vas trop loin, j'ai besoin de ce temps-là, j'ai besoin de mettre ma musique à fond 5 minutes et moi de me défouler, et puis après, on revient dans un dialogue plus apaisé, par exemple. Mais c'est finalement, voilà, revenir à froid dessus et ensemble réfléchir à des stratégies qui vous conviennent à tous les deux. Je pense que c'est tout à fait possible. Marianne. Il me l'a dit lui-même, hein, à froid, c'est insupportable pour lui de ne pas avoir le dernier mot. Donc, c'est vraiment la réponse qu'il m'a fait. C'est pas possible, maman, de te laisser le dernier mot. Il faut que je l'ai. Alors, du coup, il y a 2 éléments. Ça peut être bien aussi justement à froid, dans des périodes où il n'est pas énervé, peut-être de travailler sur des stratégies de régulation des émotions. Alors on a tendance à dire qu'on n'apprend pas à réguler ses émotions quand on est en pleine tempête émotionnelle. C'est comme faire du vélo. On n'apprend pas à faire du vélo en pente ou sur du verglas. Et donc il y a des stratégies qui peuvent fonctionner selon les individus, qu'on apprend par exemple dans les écoles de commerce aux étudiants. Donc la cohérence cardiaque par exemple, c'est le fait d'inspirer 5 secondes, d'expirer 5 secondes. En fait, ça permet de ralentir le rythme cardiaque. On sait que le fait de travailler sur sa respiration, ça va permettre vraiment d'accorder en fait le niveau physiologique. Et donc ça, c'est des périodes. On fait ça pendant 5 minutes. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes pendant 3 à 5 minutes. On peut commencer par 3 même. Et ça permet vraiment c'est une méthode de gestion du stress qui est éprouvée. Mais ça fonctionne pas pour tout le monde, mais pour plus de la moitié des individus, ça permet justement de gérer son
stress, on peut le faire par exemple le soir avant de s'endormir, le matin au réveil ou juste avant des événements stressants. Par exemple, avant un contrôle, une présentation orale, ça peut permettre de gérer nos émotions. C'est ce qu'a fait Charlotte avant de monter sur scène tout à l'heure. Il y a d'autres stratégies qui fonctionnent mieux chez l'adolescent, par exemple, parce qu'ils ont besoin d'être en mouvement, les adolescents, plus que nous, plus que les adultes. Donc il y a par exemple la relaxation musculaire progressive. Donc là, moi, par exemple, quand j'étais enfant, on m'avait appris à faire ça pour m'endormir. C'est le fait de contracter un muscle, puis de le relâcher. Donc on va par exemple contracter ses mains, les relâcher, et on va faire ça pour chaque groupe de son corps, chaque groupe musculaire de son corps. Et donc ça permet en fait de progressivement de relâcher son corps. Voilà. Alors, c'est bien d'en essayer plusieurs, peut-être de se renseigner sur ces stratégies-là ou sur d'autres. Et puis aussi de se rendre compte qu'en fait, quand il va avoir le dernier mot, c'est parce qu'il est dans une recherche d'indépendance, d'autonomie peut-être. Et que l'adolescence, comme vous l'aviez évoqué, c'est vraiment une période où on cherche aussi à exprimer son propre point de vue, qui diffère de celui de la famille, des parents, et où parfois même on cherche à avoir un point de vue opposé à celui de la famille et des parents, parce qu'on cherche à se construire parfois en s'opposant aussi. Et donc il y a cette difficulté parce qu'on n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte. Nous, en tant que parents, nous sommes responsables des adolescents jusqu'à leur majorité, donc de faire en sorte qu'ils restent en sécurité, en bonne santé. Et donc, l'objectif, justement, est de faire en sorte qu'ils évitent les prises de risques trop importantes. Mais il y a ce besoin d'indépendance qui doit se faire progressivement, puisqu'il ne faut pas que ce soit non plus une indépendance forcée. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, bon, t'es ado maintenant, t'es capable de réfléchir par toi-même, fais tes devoirs tout seul, sans aide, etc. Voilà, le but, c'est vraiment d'arriver à une indépendance progressive et qui soit auto-approuvée par l'adolescent, c'est-à-dire que progressivement, non seulement il va prendre lui-même ses propres décisions, mais en plus elles vont être en accord avec ses propres normes, ses propres volontés, ses souhaits. Et ça aussi, cette capacité à savoir ce qu'on souhaite pour soi-même sur un court ou long terme, c'est quelque chose qui est en construction. On construit ses propres valeurs, indépendamment de celles de sa famille, et parfois c'est pas évident dans la relation avec les parents. Alors j'imaginais, lorsque vous parliez de vos stratégies de régulation tout à l'heure, j'imaginais tous les parents qui sont là 5 minutes avant de rentrer à la maison le soir, de se mettre en position de cohérence cardiaque et relaxation musculaire avant d'affronter les ados. Je crois qu'on a une question ici, ou un témoignage. Bonjour, je m'appelle Caroline. Alors, moi j'étais là aussi hier. Effectivement, je trouve ces journées passionnantes. Alors moi je suis psychologue du développement de l'enfant et de l'adolescent et médiatrice familiale. Donc, je suis là en tant que professionnelle, même si j'ai eu 2 ados qui maintenant sont un peu plus grandes. J'ai une question qui vient et à vous écouter pour voir un peu aujourd'hui. Vous avez tout à fait signalé tout à l'heure qu'en termes de contrôle de ces émissions, maîtrise, contrôle, enfin bref, l'importance du cortex frontal et préfrontal et l'importance de l'environnement. J'ai entendu que selon, avec des parents qui maîtriseraient un peu mieux, s'ils ont grandi dans cet environnement, c'est quand même plus simple pour eux d'acquérir ces méthodes de maîtrise, enfin j'aime pas trop moi, de maîtrise des émotions, enfin bon. Voilà, de régulation. De régulation. Oui, voilà. Je m'interroge là pour le coup, savoir si vous avez des éléments un petit peu ou chiffrés ou pas, ou des études par rapport. Le bas blesse, mais le sujet a été un peu abordé tout à l'heure, la place des écrans. Et si justement par rapport, ça fait quand même partie de leur environnement aujourd'hui, nos ados d'aujourd'hui sont quand même des enfants qui ont grandi avec une place croissante des écrans divers et variés. Et est-ce que ça, on a pu avoir des éléments chiffrés? Moi j'en ai sur le terrain, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Est-ce que vraiment sur un plan développemental, ça les influence aussi, parce qu'il y a l'influence des parents, mais est-ce que ça gêne, est-ce que ça entrave, est-ce que vous avez des éléments là-dessus par rapport à... est-ce que ça entrave vraiment la construction de la maîtrise de ces émotions Alors, Marianne, Charlotte, sur l'impact des écrans et l'impact que pourraient avoir les écrans sur le développement des ados. J'ai pas en tête de travaux spécifiquement sur la gestion ou l'accompagnement des émotions chez nos ados. En revanche, je prends le problème un petit peu à l'envers. En fait, notre cerveau émotionnel, l'amygdale, et le circuit de la récompense est activé quand on va utiliser les écrans. Donc on est un peu dans un cercle vicieux au moment de l'adolescence, mais ça on le vit tous, c'est-à-dire que
ça nous fait du bien de regarder les écrans. C'est comme quand on mange un bonbon et on a du mal à s'arrêter. Moi, je fais partie de ces personnes. Si on laisse un paquet de bonbons sur la table, je vais finir le paquet de bonbons. Les écrans aujourd'hui ont cette même place que le paquet de bonbons. Le paquet de bonbons, je peux ne pas aller en acheter au magasin et je me porte bien. Je vais pas voir mon dentiste comme ça, je suis contente. Par contre, les écrans sont là, sont tout le temps là et sont tout le temps à disposition. Donc c'est vrai que là, le parent va devoir jouer le rôle du cortex préfrontal et avoir ce rôle de régulateur en fait, et de ne pas acheter le paquet de bonbons. L'équivalent, ça va être de supprimer les écrans à certains moments donnés, parce que ça, c'est bien que les ados l'entendent aussi. On les comprend. C'est normal qu'ils n'aient pas envie de s'arrêter, qu'ils aient envie d'être sur l'écran. C'est une activité qui est plaisante pour notre cerveau. Ça libère ça agit sur le circuit de la récompense. Donc, je pense qu'on a un rôle à jouer en tant que parents ici, voilà, de régulation et aussi d'échange autour de ces comportements liés aux écrans pour leur faire comprendre qu'on les comprend. À nouveau, on est dans l'empathie. Oui, moi aussi, ça m'arrive de scroller sur Instagram jusqu'à très tard et je ne suis pas fière de moi après, mais d'échanger avec eux là-dessus, et puis on y reviendra peut-être, mais avoir un rôle d'exemplarité aussi. Pas seulement être coercitif, mais aussi d'être un modèle. Alors, je crois qu'on avait une autre question ou un témoignage ici, puis ensuite on va continuer à développer la conférence. D'accord. Bonjour. Alors bonjour, Gaëlle, voilà, je suis la maman de deux ados, alors un de 15 ans et un de 12 ans. Plutôt celui de 15 ans qui pose plus problème, parce que là on arrive à l'âge du lycée, plus d'autonomie sur pas mal de choses. Alors moi voilà, le plus compliqué, c'est qu'avant, voilà, c'était un enfant qui, celui de 15 ans, donc était autonome au niveau scolaire, et là, l'arrivée du lycée, c'est un peu la remise en cause de l'apprentissage, de à quoi ça sert, et donc il ne travaille plus. Donc ça, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'avant, normalement, on s'occupe des enfants jusqu'à 12-13 ans, et normalement, ils sont censés être autonomes, et là, je me retrouve dans le cas inverse, où là, je suis obligée de regarder ses devoirs, de faire les révisions de contrôle, parce que sinon, il arriverait sans avoir rien fait à l'école. Et ça, je trouve que c'est problématique de se laisser aller complet. Je ne sais pas s'il y a d'autres parents dans ce cas-là, mais c'est assez éprouvant et angoissant à chaque fois de faire les révisions tard le soir pour essayer que l'enfant reste à flot, parce qu'il ne se gère pas lui-même. Marianne ou Charlotte? Alors, c'est vrai qu'en fait, le développement n'est pas linéaire. Donc, ça veut dire que il y a des oscillations dans le développement. Il peut y avoir des périodes justement de rechute entre guillemets, et donc c'est important de retravailler sur la question de la motivation ici, parce qu'on sait que un des éléments qui peut favoriser le travail personnel, c'est le fait de comprendre l'intérêt de ces disciplines. C'est pas toujours évident, parce que peut-être d'avoir un objectif, s'il a un objectif peut-être de carrière ou d'études derrière, ça peut aider. Sinon, peut-être que ça peut être un axe de travail, c'est d'essayer de réfléchir à la finalité. Donc, d'accord, ok, j'ai bien conscience que faire des maths, faire de la grammaire, des dissertations, c'est pas pour le moment ce qui est le plus intéressant pour toi. Parce qu'il y a aussi d'autres intérêts en fait au moment de l'adolescence. Donc, on n'en a pas parlé, mais il y a les relations sociales évoluent, les relations amoureuses rentrent en jeu aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se percutent. C'est une période très riche, mais aussi qui complexifie un peu les choses. Et donc, l'objectif, c'est de trouver peut-être une des réponses, c'est de trouver un moyen de motiver l'adolescent en trouvant la finalité. Donc, on va peut-être essayer de réfléchir en allant au SCUIO. Enfin, à l'université, ça s'appelle le SCUIO, mais peut-être qu'à Sartrouville, il y a, ou au lycée, il y a des conseillers d'orientation. Le SIJ. Voilà, le CIO. Le SIJ, et alors, juste parenthèse, et je le dis tout de suite, et je le dis pour tout le monde, et à madame en particulier, dans quelques jours, vous allez pouvoir accéder au podcast de la conférence d'hier qui concernait les leviers de motivation chez les jeunes. C'est absolument passionnant. Donc, Emmanuel, je ne sais pas à partir de quand c'est en ligne, mais très rapidement, je crois. La semaine prochaine, voilà. Donc je vous invite à aller écouter cette conférence. On a vraiment évoqué tous les sujets, et en partie ce que vient d'exposer Marianne à l'instant. Sur le site de la ville. Et après, c'est vrai que c'est aussi important de conserver ce rôle de parent, et du coup de s'assurer quand même, de continuer à s'assurer, même si c'est frustrant pour le parent comme pour l'enfant, ou l'adolescent, mais de s'assurer quand même que les devoirs sont faits, que les choses sont bien faites, parce que
Bon, après, il y a différentes stratégies possibles. On peut aussi laisser l'adolescent échouer. Hein. mais bon, voilà, et comme ça, il va se rendre compte par lui-même de ce que ça suscite comme émotion, mais c'est pas toujours une stratégie gagnante non plus. Donc, voilà. Voilà, mais vous découvrirez dans le podcast de la conférence d'hier donc toutes les théories motivationnelles, et on avait notamment un de nos intervenants qui est spécialiste sur les théories d'apprentissage, donc et la motivation aux apprentissages. Donc n'hésitez pas dès la semaine prochaine à aller sur le podcast. Il y a un terme qu'on a employé depuis le début, c'est le terme d'autonomie. Il y a également dans le développement de l'adolescent les questions de prise de risque. C'est le pédopsychiatre Marcel Ruffo qui disait l'adolescence, c'est l'art de quitter ses parents sans les perdre. Donc ça nous amène à cette question d'autonomie. Comment est-ce qu'on définit justement autonomie et prise de risque, et quels sont les ressorts et surtout les conséquences de ces deux thématiques? Marianne. Alors la prise de risque, on définit de façon simple, c'est une balance entre les bénéfices et les inconvénients d'une situation. Donc, à partir du moment où dans une situation il y a des risques potentiels ou des inconvénients potentiels, eh ben, on est dans une situation de prise de décision qui peut mener vers de la prise de risque. D'accord ? Donc, la prise de décision, c'est vraiment une compétence cognitive, mais qui implique aussi des enjeux motivationnels, émotionnels, de recherche de sensations, par exemple. Et donc, moi, c'est vraiment ma thématique phare en termes de recherche. Donc c'est parce que l'adolescence, c'est vraiment une période au cours de laquelle, comme disait Charlotte, les émotions vont avoir un rôle très important. Et au moment de l'adolescence, on est vraiment sur une recherche de sensations plus importante et une recherche de récompense immédiate. D'accord ? Donc comme les bonbons, voilà. Donc l'objectif du cerveau à ce moment-là, il y a un livre qui s'appelle « C'est pas moi, c'est mon cerveau » qui a été rédigé par 2 collègues en psychologie du développement qui va un peu dans ce sens, mais pas que. Donc l'objectif du cerveau, c'est d'avoir des récompenses immédiates et des sensations fortes. Parce que ça participe à la construction de l'individu. On prend des risques pour mieux se connaître, pour développer justement sa propre identité. Et donc, c'est très lié à l'autonomie, l'indépendance, parce que on a besoin, pour se connaître, parfois de sortir de sa zone de confort et de mener des actions inhabituelles, différentes de ce qu'on a l'habitude de faire avec sa famille, de suivre aussi ce que font les pairs, donc PAIRS, les autres adolescents. Et on sait justement que la présence d'autres personnes, donc la présence d'autres ados, ou les normes du groupe véhiculées par les autres ados, jouent un rôle très très important dans la prise de décision et la prise de risque des adolescents. Donc, on vous a parlé de ce déséquilibre entre les émotions d'un côté et la capacité à les réguler de l'autre. Et ben en fait, on a tendance à dire que finalement, ça reste à peu près à l'équilibre. En fait, finalement, les adolescents, ils arrivent à peu près quand même à gérer leurs émotions quand ils sont dans des situations neutres, calmes, sans autres ados autour. Voilà. Là où ça se complique, c'est quand justement il y a d'autres adolescents qui nous observent ou qui font pression. Et donc là, ça devient parfois plus difficile de prendre des décisions raisonnées. Parce que, pardon, j'ai un raisonnement non linéaire, là, je suis désolée, j'ai l'habitude d'avoir un support visuel et le fait de ne pas en avoir, j'espère que vous suivez quand même. Mais, donc le fait de prendre des décisions, ça implique plein de compétences. Ça implique de mesurer les bénéfices et les risques. Ça implique éventuellement d'être capable de se dire quelle est la probabilité de chaque risque et de chaque bénéfice de la situation. Ça implique de la mémoire, parce qu'il faut être capable de faire appel à nos connaissances antérieures. Il faut aussi prendre en compte les conséquences à long terme de nos actions. Parfois, on n'a pas envie de les prendre en compte, mais c'est important quand même. Donc, du coup, dans la prise de décision, c'est une compétence cognitive qu'on appelle complexe, parce qu'elle fait appel à plein d'autres petites compétences. Et donc, on a besoin de faire appel à toutes ces compétences, mais au moment de l'adolescence, on en est capable. On est capable de mesurer les avantages et les inconvénients, on est capable de prendre en compte les probabilités, on est capable de percevoir les conséquences à long terme. Mais ça peut se compliquer en présence d'un contexte social quand il y a d'autres adolescents en jeu ou quand on veut justement être bien vu par le groupe social. Alors on reviendra sur l'influence. Prise de risque, c'est souvent vu sur les côtés des aspects négatifs. Pour autant, il faut quand même imaginer que la prise de risque, ça peut aussi parfois être positive. Tout à fait. Donc le fait de prendre des risques
pour autrui, par exemple, de prendre des risques pour protéger autrui ou pour aider, valoriser autrui. Ça, c'est ce qu'on considère comme une prise de risque positive. Prendre des risques, par exemple, en participant à un concours d'orthographe, de mathématiques. Voilà, c'est une prise de risque. Potentiellement, c'est un concours. Il y a une seule personne qui va remporter ce concours. Donc, on a plus de chances d'échouer que de réussir. Mais on sait qu'on va apprendre des choses pendant ce concours. Donc, c'est une mise en danger, quelque part. Il y a des inconvénients à la situation. Mais c'est une prise de risque positive parce qu'on va apprendre des choses sur soi-même. On va aussi apprendre, développer de nouvelles compétences. Et donc, l'adolescence, c'est aussi une période propice pour la prise de risque en général, la prise de risque positive aussi. Voilà, donc ça, celle-là, il faut évidemment être en capacité, quand on est parent, de l'accompagner. Cette prise de risque, ça participe, Charlotte, au développement de l'autonomie de l'adolescent. Oui, tout à fait. Et c'est important, comme le disait Marianne, et grâce à votre question, d'insister sur le côté positif aussi du risque. Je parlais du développement du cerveau. Notre cerveau, il évolue au cours de notre vie, mais à l'échelle de l'humanité, notre cerveau, c'est le même que celui de nos ancêtres. Et le fait de prendre des risques, en fait, c'est une capacité importante au moment où les adolescents doivent quitter le nid familial. Et en fait, quitter le nid familial, c'est se construire individuellement et c'est aussi prendre le risque de partir, de prendre soin des autres et pas seulement de soi, etc. Donc, c'est vraiment une compétence très importante. Et on devrait plutôt parler d'ailleurs de prise de décision comme tu le fais plutôt que de prise de risque parce qu'on ne prend pas que des risques négatifs, on prend des paris en fait et on peut avoir des conséquences tout à fait positive. Et à l'inverse, ne pas prendre du tout de risques, et peut-être que certains vont reconnaître leurs ados là-dedans, c'est un comportement plutôt apathique, renfermé sur soi, qui ne va pas forcément porter le développement de l'adolescent. Alors, à ce stade de la conférence... Oui, Emmanuel, pardon. Merci beaucoup. Je me pose une question sur la prise de décision et la prise de risque. On voit bien comment dirais-je, le schéma que vous avez développé un petit peu sur le parcours en fait de la prise de décision. Moi, ma question en tant que maman, et puisqu'on est dans la tête de nos ados et que nous, en parents, on n'est pas forcément dans la tête de nos ados, c'est leur rapport justement au temps pour prendre la décision. Parce qu'on a tellement l'impression d'être dans une période d'instantanéité, une période où finalement nos vies sont envahies par le bruit. Nos ados ont quand même beaucoup leurs oreillettes sur, leur musique sur les oreilles, etc. Est-ce que leur façon de vivre aujourd'hui peut être un frein justement à la réflexion et du coup à une prise de décision qui soit vraiment raisonnée et raisonnable? Alors, c'est sûr que hier, je faisais un cours sur les réseaux sociaux avec mes M2 et donc j'ai tout un historique où je leur rappelle que moi, quand j'étais ado, en fait, il y avait un seul ordinateur, c'était un ordinateur fixe. Il n'y avait pas la DSL, la fibre. Internet, c'était lent. En fait, c'était très long pour avoir un retour d'information. Le fameux 56K. Donc, on n'avait évidemment pas de smartphone. Et en fait, le smartphone, ça a quand même changé le rapport au temps et à l'information. C'est-à-dire que maintenant, à n'importe quel moment, on a cette capacité à rechercher de l'information. D'un côté, c'est hyper intéressant, parce que moi, je sais que mes enfants me posent plein de questions. C'est des petits scientifiques en herbe. Et du coup, j'ai toujours la possibilité de leur dire, attends, je vais chercher. Et donc, sur mon téléphone, je peux chercher l'information. En faisant le tri, bien sûr, mais je peux chercher l'information. Donc, nous-mêmes, en fait, en tant que parents, on est maintenant assez friands de cette instantanéité. Quand ça rame sur notre ordinateur, mais qu'est-ce que c'est frustrant quand ça ne va pas aussi vite qu'on veut. Donc, c'est vrai que, globalement, le temps s'est accéléré, pas seulement pour les adolescents, mais aussi pour les adultes. Voilà, après, c'est peut-être aussi le rôle des parents et des adultes en général, aussi des enseignants, de tous les éducateurs qui sont autour des adolescents, de les inciter à la réflexion, de prendre des temps de pause pour inciter à la réflexion. Je pense que ce travail, avec la naissance de l'intelligence artificielle qui peut maintenant répondre à tout un tas de questions, en fait, la capacité à trier l'information, à rechercher l'information fiable, à raisonner sur la base de différentes sources, c'est peut-être la capacité la plus importante à développer à l'heure actuelle. Oui. Allez, à ce stade de la conférence, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, on va accueillir 2 adolescentes. Enfin, une adolescente et une post-adolescente, puisqu'on reçoit Bliss qui a 24 ans et Alélia qui a 16 ans. Merci de les accueillir toutes les deux, s'il vous plaît. Allez-y, mettez-vous ici et merci beaucoup d'avoir accepté
d'apporter votre témoignage, et puis je le disais aussi en introduction, peut-être de challenger un petit peu et de questionner Marianne et Charlotte. Je vais peut-être commencer avec vous, Bliss. Donc vous avez 24 ans, et de ce que vous venez d'entendre de la présentation de Marianne et Charlotte, ou peut-être même de ce qui a été dit dans le public, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement interpellé ou pas ? Je dirais oui. Déjà, au tout début, on disait que vous aussi, les parents, vous avez été ados. Je dirais ça, c'est très important à vous rappeler. Moi, avec ma mère, je sais qu'elle m'a déjà crié dessus pour ranger ma chambre. Et puis, malheureusement, il y avait son frère là. Et son frère a dit, écoute, Bliss, ta mère, on pouvait même pas ouvrir sa porte de sa chambre quand elle avait ton âge. Donc là, ça n'a pas marché. Pour le coup, je n'ai pas rangé ma chambre. Mais après, il y a aussi d'autres questions plus sérieuses où il ne faut pas oublier que vous aussi, vous avez vécu ça. Et je dirais que c'est ça qui m'a vraiment marqué, parce que même quand on parle de régulation d'émotions et tout ça, que vous aussi, vous avez dû apprendre ça. Donc, moi, je ne suis plus ado. Mais alors, comment vous avez vécu, vous, votre adolescence, Bliss ? Racontez-nous un petit peu. Et au prisme de ce que l'on s'est dit là, justement, sur la gestion des émotions, sur comment je gère ma chambre ou pas. Voilà, racontez-nous un petit peu votre expérience. Moi, j'ai pas eu une adolescence très difficile. J'ai quand même eu des moments, je disais avec ma mère, où on n'était pas proches du tout. Maintenant, pour vous dire, on s'appelle plusieurs fois par jour. Donc on est très proches. Maintenant, ce n'est plus un problème. Donc vous inquiétez pas si maintenant vous n'êtes pas proches avec vos ados. Mais moi, je l'ai vécu. Moi, justement, pour mes émotions, je l'ai supprimé. Je l'ai caché. Je disais rien. Ma mère se disait, elle est facile, Bliss, jusqu'au moment où là, ça a tout débordé. D'accord, donc il y a eu la crise. On disait tout à l'heure, finalement, des adultes qui sont dans la salle n'avaient pas évoqué le mot de crise. Vous, il y a eu un moment où il y a eu une crise dans la relation avec votre maman. Oui, à un moment, ma mère s'en rendait même pas compte parce que j'avais une sœur et elle était très proche avec ma sœur. Et en fait, elle voyait pas que moi, de mon côté, je disais rien, mais ça allait pas. Mais au final, après, ça s'apprend et ça s'explique. Donc, je dirais oui, à un moment, ça a été difficile. Mais j'ai quand même appris après ça. Et grâce à ça, j'ai appris aussi à gérer mes émotions différemment. Voilà, et le message, donc, c'est bien entendu, à un moment, il peut y avoir une crise, mais ne vous inquiétez pas, voilà, c'est un temps, et puis derrière, on recommunique avec sa famille. Alélia, alors vous êtes en pleine période de l'adolescence, puisque je le disais, vous avez 16 ans, ça se passe comment aujourd'hui ? Écoutez, l'adolescence, pour moi, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai des bonnes relations. Certes, il y a des moments où c'est compliqué avec le stress, les cours, tout ça, les relations amicales aussi, c'est compliqué. Mais sinon, oui, ça se passe très bien. Et avec votre famille, avec votre maman, ça se passe... Il y a des petits moments comme ça où ça se frictionne un petit peu parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord ou parce qu'on n'a pas envie de faire ce que la maman dit à ce moment-là ? Racontez-nous un peu. Oui, il y a des moments où ma mère me demande de faire des choses où j'ai un peu la flemme de les faire. Aussi, par rapport à l'école aussi, le stress et tout, les examens, etc., Ça vous met dans des conditions qui ne sont pas évidentes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous êtes énervé par le stress de l'école, c'est ça ? Oui, un peu, oui. Parce que l'école, pour ma mère, c'est très important. Elle veut que je réussisse mes études et tout. D'accord, donc il faut dire à votre maman aussi qu'elle écoute le podcast d'hier. Alors, mais a priori, il n'y a pas besoin de vous motiver. Vous avez au contraire bien envie de réussir. Oui, bien sûr, j'ai envie de réussir pour rendre fiers tous mes proches et ma mère surtout. Voilà. De ce qu'ont dit Marianne et Charlotte, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retenu en particulier, qui vous a interpellé ou pas ? Vous vous êtes reconnu dans ce qu'elles ont pu évoquer ? Un certain point, quand ils ont parlé du stress et d'autonomie. Voilà, j'avoue, je commence un peu à prendre mon autonomie. Enfin, je demande plus à ma mère certaines choses. Par exemple, l'aide pour mes devoirs, maintenant je les fais seule. Les tâches ménagères aussi, elle me demande plus trop, vite fait. Mais vous êtes une ado formidable. là, en face, et on se dit, mais elle est formidable, Alélia. Donnez-moi le numéro de téléphone de votre maman que je leur demande la recette. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec tout ce qu'elles ont dit. D'accord. Marianne, Charlotte, rassurée évidemment. Est-ce que vous avez envie de poser des questions à Bliss et à Alélia ? Et ensuite, on poursuivra, puisqu'on a évoqué déjà la question de l'influence aussi des pères. Moi, j'aurais envie de vous demander comment est-ce que vous faites justement quand vous êtes très stressé. Quelle stratégie vous avez justement pour essayer de faire redescendre le stress ou les émotions négatives ? Comment est-ce que vous vous y prenez ?
Bon, bah maintenant, très honnêtement, j'appelle ma mère. Hein. On va pas se mentir. Mais quand j'étais ado, non, pas du tout. Après, ma mère m'a quand même appris certaines techniques de respiration, et surtout pour mes examens. Mais après, moi, je dirais aussi, j'ai grandi en Angleterre, donc on n'a pas exactement les mêmes attitudes envers les émotions qu'en France. Pareil, juste pour dire, on n'a même pas le mot pour la flemme. Donc mes parents ont eu de la chance. Mais oui, pour les émotions, pour les gérer, je dirais oui, c'était surtout la respiration qui m'a aidée. Surtout qu'on peut le faire seul. On peut le faire quand on va aux toilettes, vite fait, seul, 5 minutes. On peut le faire au début d'un examen. C'est pas quelque chose où il va falloir vraiment se poser quelque part, trouver quelqu'un à qui parler ou autre. Donc je dirais que ça m'a vraiment beaucoup aidée. Alélia, est-ce que vous avez une stratégie pour gérer vos émotions sur des situations particulières ou pas ? Bah, comme Bliss l'a dit, c'est pareil, je contacte ma mère je lui parle en disant que je suis stressée. Du coup, on fait des prières, je fais des exercices de respiration, elle me calme en disant que tout va bien se passer, etc. D'accord. Mais vous, en autonomie, si à un moment vous êtes énervé par une situation et qui peut-être vous rend en conflit avec votre maman, vous faites comment ? Vous y allez frontalement, vous lui dites les choses et ça sort ? Ou au contraire, vous gardez ça pour vous ? Ça dépend. Parfois, quand je suis vraiment énervée avec ma mère, je lui dis clairement les choses. Mais sinon, quand c'est pas une grosse dispute, je m'enferme dans ma chambre, je me calme et puis après je pars m'expliquer avec elle. Restez avec nous, on va continuer à développer quelques volets de cette période de l'adolescence. Vous avez évoqué tout à l'heure, Marianne, l'influence des pairs, donc PAIRS, donc des camarades. Qu'est-ce que l'on peut faire quand on est parent par rapport à cette influence justement des camarades de nos ados ? Alors influence, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise d'ailleurs, hein, parce qu'on peut parfois avoir des camarades qui ont plutôt une bonne influence sur nous. C'est ça. En tant que parent, peut-être justement, vous avez perçu que peut-être il y a des camarades de vos enfants que vous préférez par rapport à d'autres, ou que vous avez l'impression qu'ils ont une meilleure influence que d'autres. Voilà. Ça, c'est un fait. Il faut le savoir aussi en tant qu'ado. Donc les autres ont une influence sur nos comportements. Ça, c'est le fait que les autres aient une influence sur nos comportements, c'est vrai à tous les âges de la vie. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle l'apprentissage social, c'est-à-dire qu'on apprend grâce à nos interactions avec autrui. À chaque fois qu'on interagit avec d'autres personnes, on apprend des compétences, soit des connaissances, soit des compétences. Et donc, les pairs ont une influence particulièrement importante au moment de l'adolescence, plus importante qu'au moment de l'âge adulte. Et on sait qu'il y a plus de conformisme. De conformisme, c'est-à-dire qu'on va adopter des comportements qui répondent aux normes de notre groupe social, qui vont dans le sens du groupe. C'est particulièrement important pour plusieurs raisons. Et parce que à l'adolescence, c'est très difficile de se sentir exclu du groupe, de ne pas appartenir à un groupe. Ça a un effet très négatif sur la santé mentale des adolescents. Donc ça va contribuer à de l'anxiété, voire de la dépression. Et donc, comme les adolescents ont probablement un instinct que faire partie d'un groupe, c'est bénéfique pour eux, eh bien, ils vont avoir tendance à essayer d'adopter des comportements qui vont aller dans le sens de ce qu'attend le groupe pour être plus accepté, valorisé par le groupe. Donc, c'est vrai qu'en tant que parent, là, c'est une question difficile parce qu'on n'est pas avec eux au quotidien. Ils sont au lycée, au collège, et donc on n'a pas forcément d'action sur le groupe. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de valoriser les relations sociales qui nous paraissent être les plus bénéfiques à nos adolescents, ou essayer justement d'avoir un regard, un propos qui valorise certaines relations. Ça peut être dangereux de critiquer certaines relations parce que parfois ça peut être mal pris par les adolescents, surtout qu'ils ont de bonnes capacités de prise de décision, donc ils ont l'impression de faire des choix éclairés. Je dis l'impression parce que c'est souvent le cas, mais pas toujours. Et donc c'est important de valoriser les relations qui nous paraissent être les plus bénéfiques, ou de mettre en avant ce que certaines relations peuvent avoir de bénéfique pour les adolescents, et puis parfois de faire prendre conscience peut-être de certains écueils dans des relations. Pas de critiquer la personne en tant que telle ou la relation, mais plus de dire peut-être que cette réaction n'est pas très adaptée,
mais peut-être que cette réaction, elle n'a pas une influence très positive sur toi. Enfin, voilà, ce genre de choses. Alors, Alélia, sur l'influence des camarades, est-ce qu'il y a des moments où vous vous trouvez dans des situations où vous êtes influencé par vos copains, par vos copines ? Oui, il y a certains moments où je me retrouve influencée, mais je ne craque pas. C'est comme par exemple les puffs, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, les fameuses cigarettes Oui. qui ne sont pas des cigarettes, mais qui font autant de mal que les cigarettes ? Oui, c'est ça. C'est ça. Il y en a certains de mes camarades fument la puff, mais je n'y toucherai pas. Quoi d'autre aussi Donc là, c'est une tente. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin de vous mettre à fumer la puff, finalement, pour rester dans le groupe. Vous pouvez rester avec vos camarades. Il n'y a pas l'obligation à prendre cette cigarette puff. Non, pas l'obligation de prendre la cigarette puff. Et de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose à part gâcher la santé. Aussi, les styles vestimentaires, les vêtements. Il y a certains de mes camarades qui ont des choses que j'aimerais aussi. Par exemple, les nouvelles baskets tendance, les t-shirts et tout, etc. Ma mère, voilà, enfin... elle dit qu'elle me donnera un jour, mais bon, voilà, on attend. Voilà. Mais ça, pour autant, donc ça ne vous exclut pas du groupe de camarades, le fait que vous n'ayez pas la dernière basket à la mode. Non, ça ne m'explique pas du groupe et je ne suis pas forcément influençable. Voilà, D'accord. On parlait de la prise de risque tout à l'heure. Est-ce qu'un jour, vous vous êtes retrouvé dans une situation où un camarade ou une camarade ou un groupe de camarades vous aurait tenté peut-être à faire quelque chose qui est une prise de risque, donc là plutôt avec un risque de danger derrière. Est-ce que ça est déjà arrivé et comment vous avez résisté à la chose ? Alors, ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Enfin, j'espère pas en tout cas. Mais si ça m'arrive, je dirais non. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de choses. D'accord. Quand on a échangé pour préparer ce temps d'échange ensemble, vous m'avez dit de toute façon, par rapport à l'influence, en fait, la bonne influence, c'est celle de ma maman. C'est-à-dire que quand il y a une situation qui vous paraît un petit peu compliquée, vous allez voir votre maman, c'est ça ? Oui, c'est toujours comme ça. Quand il y a quelque chose qui va me passer, ma mère, tout le temps. D'accord. Et si une situation vous paraît dangereuse ou quoi que ce soit, vous en parlez à votre maman ? Oui, je dis tout à ma maman, je ne cache rien du tout. D'accord. Ça reviendra sur l'exemplarité justement des parents, on voit que c'est évidemment important. Bliss, sur l'influence que peuvent avoir des camarades, toujours bonne ou mauvaise influence, est-ce que vous avez des situations à nous raconter ? Oui, après, pour moi, c'était pas sur les vêtements, parce que jusqu'à mes 16 ans, je portais une uniforme à l'école. Donc, j'ai pas eu ces soucis-là. Mais il y a quand même eu de l'alcool, de la drogue à l'école. Pas à l'école, le lycée et au collège. Et ce genre de choses, ça m'a jamais influencée mais je pense à un moment, mes amis ont bien compris que moi je supportais pas qu'on essaye de me forcer à faire quelque chose. Moi je partais. Et souvent, moi j'avais beaucoup d'amis dans beaucoup de différents groupes, donc ça a bien aidé aussi que si je partais, je me retrouvais pas seule. Mais souvent aussi, ça voulait dire que si quelqu'un mettait la pression, si moi je partais, j'étais pas la seule à partir. On était une groupe à partir et du coup, souvent, on mettait pas la pression. Mais après, on l'a ressenti quand même. Je l'ai ressenti, la pression. Après, moi, c'était un peu comme Aléa. Je pourrais me tourner à ma mère, même si on n'était pas proche. Mais plutôt, je me posais la question, qu'est-ce que ma mère ferait ? Et moi, je faisais l'inverse. Parce que ma mère l'aurait fait. Donc, moi, c'était plutôt l'inverse. Est-ce que parfois, alors c'était peut-être pas votre maman, mais est-ce que vous aviez un camarade ou une camarade très proche à qui vous pouviez confier ce genre de situation et attendre une influence positive de la part de cette personne ou pas ? Oui, absolument. Ma meilleure amie, déjà, on était très proches. Et même s'il y avait des choses qu'elle faisait que moi je ferais pas, elle me mettait jamais la pression et du coup je pouvais toujours me tourner vers elle et vers sa mère. Et elle parlait plus à ma mère. Donc, il y avait un petit échange des parents. Et donc j'avais quand même des personnes à qui tourner, des personnes qui se mettaient pas à l'influence des autres, à qui je pouvais me tourner si jamais je me sentais influencée. Marianne ou Charlotte, réaction par rapport à ce que l'on entend à l'instant et des témoignages de Bliss et d'Alélia ? Alors je vais passer la parole à Charlotte, mais juste... je pense que c'est important de se dire que, comme dans la régulation des émotions, le style parental, en fait, un style
c'est un style qu'on appelle démocratique en psychologie. C'est le fait de comprendre les besoins d'autonomie de l'adolescent tout en ayant des règles cohérentes aussi. Entre le passé et le présent, enfin des règles cohérentes en fonction des situations. C'est très important parce que les adolescents, ils ont besoin à la fois d'un cadre, mais aussi d'une compréhension et d'une empathie de la part de l'adulte. Donc c'est un jeu d'équilibriste qu'il faut faire pour réussir à élever des adolescents qui soient des adolescents heureux et puis qui aient une bonne réussite aussi scolaire. Et pour ça, c'est important de réussir à maintenir la communication. Voilà, c'est peut-être ce qui revient dans les témoignages, c'est qu'on soit d'accord ou pas d'accord, essayer de maintenir une communication respectueuse entre nous, c'est vraiment une clé pour que l'adolescent sache qu'il peut se tourner vers nous en cas de difficulté à l'extérieur de la maison. Charlotte. Oui, je partage complètement tes propos, Marianne. Je pense que la notion de respect et de partage est très importante. Et on a notre rôle à jouer en tant que parents dans le fait de maintenir ce lien finalement qui est créé depuis la toute petite enfance. On disait tout à l'heure, il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent, il n'y a pas de cours de parentalité, mais en réalité, on a déjà quelques années de carrière derrière nous au moment de l'adolescence, donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur la relation qui a été bâtie et à essayer de maintenir ce lien, justement pour que la communication puisse continuer comme dans les cas qu'on a vus. En rebond au témoignage de Bliss et Alélia et de ce que disait Marianne tout à l'heure. Marianne disait au début du propos sur l'influence et sur l'exemplarité des parents, vous disiez parfois quand on est parent, on se dit oh bah tiens on n'aime pas le petit camarade, la petite gamine là on l'aime pas, etc. Est-ce que vous avez vécu avec vos mamans, avec vos familles des moments où justement on a dit écoute Bliss, moi celle-là je l'aime pas, il faut pas que tu la fréquentes. Ça c'est déjà arrivé ou pas? On m'a jamais dit de pas fréquenter la personne, mais ma mère m'a dit cette personne-là, j'ai pas aimé comment elle a agi. Elle m'a même dit sur une personne que si elle continuait à agir comme ça, elle n'aimerait pas que je l'invite à la maison. Ce genre de choses. D'accord. Et vous avez réagi comment par rapport à ça? Vous avez continué à fréquenter cette personne-là ou... Moi, j'étais tout à fait d'accord avec elle sur le coup. Moi non plus, j'avais pas apprécié comment a parlé la personne de quelqu'un d'autre. En fait. D'accord. Mais sinon, on m'a pas trop dit de pas y aller. Par contre, ma mère me disait bien, une fois que moi je me suis rendu compte que quelqu'un, au final, c'était une mauvaise influence ou autre, ma mère me disait, c'est ce que je pensais, oui. Alélia. Ma mère, en soi, m'a jamais dit de pas fréquenter quelqu'un, mais elle m'a dit de faire attention quand même aux amitiés, à comment comment les camarades se comportaient avec moi, etc. De pas trop tomber dans leur délire, ouais. Des trucs comme ça, voilà. D'accord. Et Marianne, tout à l'heure, dans le témoignage de Bliss, elle dit à un moment, ça se passe mal avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui a une mauvaise influence, c'est pas grave, je sors de ce groupe-là, de toute façon, c'est pas gênant puisque j'ai d'autres groupes d'amis. Là, on revient aussi dans une nécessité pour l'adolescent de surtout pas rester renfermé sur lui-même. Oui, alors bon, là aussi, il y a de la variabilité entre les adolescents. Certains sont plus autonomes ou ont moins besoin de relations sociales que d'autres, mais globalement, c'est très important, oui, de faire partie d'un groupe ou de plusieurs groupes. Ça, c'est bien aussi, c'est-à-dire de ne pas avoir un seul groupe exclusif, mais ou peut-être un groupe au sein des activités extrascolaires, par exemple, si on fait du sport ou si on fait une activité culturelle, artistique, un groupe au sein de l'établissement scolaire, un groupe qui serait constitué des enfants, des amis des parents, par exemple, aussi. Donc c'est bien d'avoir plusieurs groupes, même au sein de l'établissement. Parfois, on peut avoir des groupes différents en fonction des différentes classes par lesquelles on est passé, puisqu'on sait qu'il y a, du mélange d'une année sur l'autre dans les classes. Voilà, c'est vrai que ça c'est très important pour la santé de l'adolescent, de maintenir des relations sociales avec autrui, et ça contribue quand même à une bonne santé. C'est aussi c'est un vecteur en fait de réassurance pour l'adolescent. Ça lui permet en fait de se rassurer dans les moments difficiles. Ça permet d'avoir un soutien, un support différent de celui des parents, de personnes aussi qui passent par les mêmes difficultés que lui ou que elle. Et donc c'est important pour l'adolescent dans cette période qui est quand même très stressante. À partir du lycée, il y a aussi Parcoursup qui s'est ajouté aux différents facteurs de stress. Moi, je suis de l'autre côté.
dans la sélection des dossiers. Et je sais que c'est un moment très stressant aussi pour les adolescents et les parents. Donc c'est vrai il faut quand même garder en tête que c'est une période au cours de laquelle il y a beaucoup de changements. Des changements relationnels, des changements dans les relations amoureuses, des changements dans la relation aux parents, des changements dans l'intensité des devoirs aussi qui sont demandés, et des changements aussi parce qu'on nous demande de réfléchir à notre devenir et à notre orientation professionnelle tout en tenant compte des contraintes. C'est-à-dire que voilà, si on a très envie d'être ingénieur aéronautique et que en fait nos notes sont très mauvaises en sciences, on sait qu'au niveau de Parcoursup, ça risque quand même de poser quelques difficultés. Donc voilà, il faut réfléchir aussi aux stratégies qui sont les plus adaptées en fonction de nos propres capacités. Donc c'est quand même une période de grands changements, de grands bouleversements. Allez, on approche du terme de cette conférence. On va prendre quelques minutes peut-être pour de nouvelles questions ou témoignages. Oui, monsieur, ici. Oui, bonjour. Donc, je suis parent de 2 adolescents, 15 ans, 19 ans. Et par ailleurs, pas mal impliqué sur les fédérations de parents d'élèves et sur le rôle du numérique. Et là, vous parlez des groupes sociaux et de toute l'importance d'en avoir de différentes natures, etc. Aujourd'hui, en fait, il y a d'autres types de groupes aussi qui sont présents. Pour donner un cas concret, par exemple, nos enfants jouent sur des jeux qui sont liés à des chats, des groupes du type Discord. Et là, en fait, finalement, ces échanges qu'on pourrait avoir de temps en temps avec les pères, avec les parents, pour dire ça c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus néfaste. J'ai le sentiment que sur ces groupes entre guillemets numériques, où là on est sur des pairs ou pas des pairs, et des personnes qui finalement on n'a jamais rencontrées en vrai, le lien est différent et plus difficile. Est-ce que vous auriez par rapport à cette approche-là qui est de plus en plus dans la réalité, hein, il faut le dire, des questions, des astuces pour garder le lien entre et essayer de guider nos ados? Alors on peut couper le Wi-Fi, mais c'est pas la solution. Oui, alors encore une fois, je vais répondre là, mais pas forcément avec des données scientifiques, parce que c'est une thématique qui est relativement récente. Mais je crois qu'il faut essayer de traiter ces cercles sociaux-là un peu de la même façon qu'on traite les cercles sociaux réels, et essayer de s'intéresser à ce qui s'y passe, essayer d'engager le dialogue sur qui est présent, vous êtes combien dans le groupe Discord, est-ce que tu peux montrer les pseudos, ça veut dire quoi ces pseudos, et puis aussi engager évidemment le dialogue pour que l'ado se rende compte que c'est pas forcément une jeune fille de 16 ans de telle région de France qui lui parle, mais c'est peut-être quelqu'un de très très différent. Les ouvrages ou les séries qui en parlent peuvent être aussi un biais intéressant pour aborder ces sujets-là. Je pense qu'il doit y avoir des romans adaptés qui abordent ces questions-là. Je crois que j'en ai vu passer un, mais je l'ai plus en tête, il faudrait que je le retrouve, sur cette question de l'identité numérique et qui est en face de nous, et qu'on ne peut jamais être sûr finalement de la personne qui est en face de nous, et qu'il faut se protéger aussi. Donc il y a les deux aspects. Il y a l'aspect essayer de traiter ça comme un groupe social classique et d'inclure finalement dans les conversations ces gens avec des pseudos parfois originaux, et en même temps vraiment faire passer le message de la protection. Et je pense que ça rejoindra aussi la conférence qui va suivre sur les dérives pédocriminelles, pornographiques, nude, etc. Oui, enfin, qui est un des aspects qu'on évoquera. Hein. C'est surtout évidemment l'impact de la pornographie et de tout ce qu'il y a autour de cette industrie qui peut avoir un impact sur l'adolescence et sur la sexualité des adolescents. Mais ça, c'est la prochaine conférence et on vous en dira un petit peu plus dans quelques instants. Je rebondis peut-être sur ce que disait monsieur et sur la réponse de Charlotte. Vous dites finalement, allez voir un petit peu ce que sont les pseudos, etc. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée, c'est le côté aussi de la part secrète aussi de l'adolescent qui ne doit pas tout non plus et il n'a pas forcément envie de tout révéler à ses parents. On gère ça comment ? Tu veux y aller aussi ? La part secrète, elle est vraie aussi à partir du moment où nos enfants
grandissent, vont à l'école maternelle, ils ont déjà leurs petits secrets, donc c'est normal qu'ils continuent de l'avoir aussi à l'adolescence. Et je pense qu'il faut, encore une fois, maintenir ce lien, donc se montrer curieux sans être intrusif, et puis poser des limites claires sur ce qui est du respect de l'autre, du respect de soi, et qu'il y a des choses qu'il faut forcément aborder à partir du moment où ça nous met en danger, où ça met en danger autrui. Mais évidemment qu'il faut respecter leur intimité. Mais moi, une chose qui me marque à l'entrée au collège de ma fille, la principale du collège nous a dit bon, vos enfants, votre téléphone, ils le prennent, ils ont le code, ils l'ouvrent, ils regardent ce qu'ils veulent dessus. Est-ce que vous avez accès au code du téléphone de vos enfants ? Donc ça, je pense que c'est une discussion à avoir avec eux. Est-ce que vous avez envie de laisser votre portable à disposition et il peut fouiller dans vos photos, dans vos messages, etc. Est-ce que lui peut faire la même chose ou pas ? Enfin voilà. Donc il y a un dialogue à avoir aussi là-dessus sur les limites qu'on se pose. Évidemment, vous n'allez pas aller lire le journal intime de votre enfant. Dans le téléphone, dans l'ordinateur, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intime, mais voilà, la mise en danger, évidemment, doit être un motif de lever cette intimité. Vos parents, Bliss, Alélia, sont indiscrets un petit peu sur votre vie ? Est-ce qu'ils regardent un petit peu ce que vous avez dans le téléphone ou pas ? Peut-être plus à 24 ans, c'est peut-être fini pour vous. Je dirais plus maintenant. Ma mère s'intéresse plus maintenant. Mais non, je dirais que les deux, mon père aussi, sont toujours intéressés à ce qui se passait, mais ils ne m'ont jamais demandé de regarder mon téléphone. Ils m'ont jamais regardé et ils n'ont jamais demandé de regarder ce qu'il y avait sur mon ordinateur, qui a fait que je voulais pas cacher, j'avais rien à cacher, mais aussi je me sentais pas comme si je devais cacher quelque chose. Ils réagissaient pas s'il y avait quelque chose que ma mère n'était pas d'accord ou autre. Je me faisais pas crier dessus. Donc ça me donnait un peu l'espace pour leur raconter ce qui s'est passé. Si quelqu'un avait dit quelque chose de méchant, si quelqu'un m'a envoyé quelque chose qu'il n'aurait pas dû, ce genre de choses, je le disais. Parce que même quand j'étais pas proche avec ma mère, je savais que je pouvais lui dire quelque chose sans qu'elle réagisse de manière excessive, je sais pas le mot. Alélia, vous avez une part de secret que vous parvenez à conserver sans que votre maman ne rentre dans cette intimité ? Pas forcément. Il y a des moments où ma mère me demande de lui donner mon téléphone pour regarder mes messages. Aussi, elle voit des expressions que j'utilise. D'accord. Et là, elle vous dit, tu peux m'expliquer Oui, elle comprend pas. Parce que c'est sûr que la première fois que vous voyez TKT sur un SMS, t'inquiète, voilà. Exactement. Oui, c'est ça. Mais la première fois, c'est choquant quand même. Hein, Dieu, je comprends pas bien. Oui, mais sinon, j'ai rien à cacher. Enfin, je dis tout comme tout à l'heure, je dis tout à ma mère, j'ai rien à cacher du tout. Elle a rien à cacher. Allez, on a le temps pour peut-être une toute dernière question. Et ensuite, on va prendre quelques minutes de pause avant la prochaine conférence. Madame, on vous écoute. Rebonjour, je me représente pas, je suis toujours la même. Pour le coup, c'est la maman, même si ma fille a 24 ans aujourd'hui, celle dont je vais vous parler, mais je trouvais intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, spontanément, sur, en tout cas moi je l'ai vécu, pour avoir accès à l'importance de respecter leur monde et d'aller s'intéresser à ce qui se passe. J'estime une chance, moi c'était des filles et pas des garçons. Mais donc c'était pas trop les jeux vidéo. Mais à l'époque, il y a quelques années, c'était la grande mode et le grand vent de tout ce qui était télé-réalité et compagnie, machin. Ce qui était pas quelque chose que j'appréciais particulièrement, pour être honnête, et sur lequel j'aurais spontanément plutôt eu un avis critique. J'ai su me retenir à ce moment-là, je suis assez contente de moi parce que c'est pas toujours évident, et plutôt que d'aller critiquer ces jeunes filles ou femmes dans ces téléréalités avec ce vocabulaire que j'ai pas toujours trouvé, voilà, avec l'ampleur que prenait la chirurgie esthétique de ces jeunes filles, de tout ça, et qui évidemment inquiète à un moment donné, eh bien j'ai regardé avec elle. On me suis tapé les anges, les Marseillais, les Lillois, tout ça, c'est ça. Exactement, les Marseillais, les bidules, les compètes, les machins, enfin bref, la villa, les anges. Et franchement, c'était pas au départ une partie de plaisir. Mais finalement, je me suis aperçue d'être ensemble, machine, et pourquoi tu l'aimes pas, et celle-là tu l'aimes bien, mais t'as vu comment ils se parlent, et qu'elle-même, du coup, elle allait sur les réseaux, mais regarde, je te montre son profil, elle a fait ça. Et on a pu parler de chirurgie, d'alimentation, parce qu'il y a aussi
pas mal de problèmes de troubles de l'alimentation. Et je me suis aperçue que j'avais probablement bien gagné à la jouer sous cet angle-là. Donc voilà, je vous dis, c'est pas passionnant peut-être au départ, et même à avoir côtoyé quelques jeunes adolescents et jeunes enfants, et je suis plutôt du genre contre les jeux vidéo, je vous le dis, j'ai un avis très tranché là-dessus. Et c'est pas grave, je me suis assise, je lui ai dit, vas-y, explique-moi, montre-moi, t'en es là, c'est quoi le truc, les Pokémon, là c'est pareil, on m'a expliqué les stades, les trucs, les Pokémon. Je réexpliquerai pas aujourd'hui parce que j'ai pas tout compris encore, mais c'est pas grave. Eux, ils sont contents en fait qu'on s'intéresse à eux, qu'on soit pas dans la critique, et ça nous permet quand même d'avoir accès à ce qu'ils en pensent, à ce qu'ils en pensent pas, à leur faire élaborer. Et finalement, elle a trouvé, ma fille, les réponses toute seule. C'est-à-dire que ces jeunes filles, au fur et à mesure, sur les réseaux, disaient aussi le mal qu'elles avaient avec la chirurgie esthétique, les regrets qu'elles avaient pu en avoir. Et du coup, elles me disaient, t'as vu, elle est plus contente, elle a dit que c'était dangereux. Je me suis dit, ouf, j'ai pas eu à le dire. Il y en a d'autres qui le disent, ça venait d'elle, mais au moins, ce qu'on retient en fait de ce que vous êtes en train de nous dire, c'est il faut s'intéresser évidemment à nos ados, à ce qui fait leur quotidien, en discuter avec eux, et puis pour le coup, de les amener vers une période aussi d'autonomie, de réflexion. Vous évoquez c'est ça, notamment c'est sur la travailler chirurgie. l'autonomie et ne pas être dans le jugement. Et ça, c'est compliqué parce qu'on a un avis et parce qu'on a peur. Et c'est compliqué d'aller lui dire, tu te rends pas compte, c'est n'importe quoi. Ça, voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va également remercier pour leur témoignage Bliss et Alélia, s'il vous plaît. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous, à toutes les deux. Et puis un grand merci à Marianne et à Charlotte également d'avoir été avec nous.